Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Isabelle. Allô Alex. Toutes sortes de nouvelles aujourd'hui dans l'actualité, mais c'est ce matin le gros coup de massue qui a été donné là, par, encore une fois, les journalistes du Journal de Montréal, Journal de Québec, nos collègues qui ont conçu cette nouvelle application pour aller regarder combien sont payés nos fonctionnaires, nos salariés de l'État. Et la beauté, avec avoir créé un outil, un objet comme celui-là, mais c'est d'être capable, après ça, de faire d'autres recherches plus exhaustives qui mènent à certaines révélations. Tout comme ce matin, le salaire, mais surtout le nombre de cadres dans la santé, Isabelle. Quand on parle d'un mammouth là, pour désigner la santé, c'est un terme là, qui est même pas assez fort, j'ai l'impression. 13 050 cadres dans le réseau de la santé. Sur la même période, là, entre 2019-2020 puis aujourd'hui, 2023-2024, ça a augmenté de 36,5 % pendant que les employés, eux, ont augmenté de peu près 15 %. Plus du tiers de plus de cadres. De cadres que d'employés, ouais. Mais c'est surtout l'argent aussi qui est donné à ces cadres-là. On parle d'au-dessus d'1 milliard de dollars au total là, de masse salariale par année qui est donné à ces cadres. Et là, qui font une job quand même, mais après, bon. Oui, qui font tout un travail. Puis là, le concept, c'est pas de décrier les salaires nécessairement, de dire « ils sont payés trop cher », parce que ce matin... D'abord, c'est d'être au courant. Ça, c'est... Oui, c'est d'être au courant. C'est un souci de transparence parce qu'on a, par exemple, en Ontario, la Sunshine List qui te permet de voir combien gagnent les membres de l'État. Même chose dans certaines provinces, mais pas au Québec. On veut pas révéler tout ça, ce qui fait en sorte qu'il y a des collègues, comme nos collègues du journal, qui doivent le multiplier des demandes d'accès à l'information sur demande d'accès à l'information. Et souvent, ils se font dire non. Souvent, ils se font dire non ou ils reçoivent un document. Oui, on va te le donner, tiens. Puis à peu près caviardé. Il y a le titre, puis tout le reste est caviardé. Ce qui fait en sorte que, pour certaines personnes... On rit, mais c'est pas drôle. Là. Non, c'est ça. C'est vraiment difficile de faire son travail, puis surtout d'amener un peu de transparence dans un État. À une époque où il y a de plus en plus de méfiance envers l'État, puis il y a des gens, justement, des mouvements complotistes ou autres, là, qui se méfient du gouvernement, puis ont toujours l'impression qu'on s'en fait passer des petites vites. Mais justement, ce serait le bon moment, je trouve, de révéler comme ça des listes. Mais non, il faut qu'il y ait de nos collègues qui fassent ce travail-là et on les remercie pour tout ça. Bref, salaire qui est assez élevé du côté des cadres, mais qui a été justifié ce matin. Je recevais, en remplacement d'Alexandre Dubé, là, le docteur Gaétan Barrette. Ex-ministre de la Santé. Ex-ministre de la Santé. Qui avait, lui, coupé, il le rappelait. D'ailleurs, j'ai écouté ton entrevue qui était très intéressante, où il rappelait qu'il avait essayé, lui, de couper. Il en avait coupé quoi, 1200, 1500, quelque chose comme ça? Ben oui. Pour essayer d'aller chercher 100 millions de dollars. On se souvient quand même que c'est quand même lui qui a créé les espèces de gros systèmes de CIUS puis de tout ce que tu veux. Fait que bon. Oui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce qui a été fait par le docteur Barrette au niveau de la coupe des cadres, on se comprend que maintenant c'est effacé, puis c'est plus que rempli là, ce trou-là qui avait été créé à l'époque. Donc voilà, puis lui m'expliquait aussi que c'est normal, quelque part, que tu aies des gens qui soient très bien payés comme cadre dans le réseau de la santé. Parce qu'il y en a beaucoup, c'est des médecins. Il y en a beaucoup, c'est des médecins, puis après ça, tu es quelqu'un qui gère des médecins. Parce que c'est normal que le boss des médecins soit payé moins que les médecins qui gèrent. Oui, mais je l'ai entendu dire ça, puis là, sincèrement, je me disais, mais ça, tu sais, est-ce que tous les... Tu sais, je veux dire, en médias, par exemple, c'est différent. Dans d'autres domaines, c'est aussi différent. Le patron fait pas... Tu sais, la personne qui gère fait pas tout le temps. Ça dépend beaucoup de qui est... Par exemple, les astronautes à la NASA, est-ce que le patron de la NASA, il y a des astronautes qui font beaucoup d'argent? Bref, ça dépend, je pense, du secteur d'activité. Effectivement, mais c'est des questions à se poser. Puis sans prendre nécessairement position, on peut avoir un avis ou un autre. Mais je trouvais ça simpliste un peu de dire, c'est sûr que il faut que tu te sentes un peu plus... faut que tu fasses plus que la personne en dessous. Oui, c'est pas nécessairement un automatisme, mais ça peut quand même parler là, d'une certaine justification autour de ces salaires. C'est plus les disparités régionales aussi. Tu vois que... La directrice des services professionnels du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean a fait plus que Lucie O'Patterney, qu'on a bien connue pendant la pandémie, puis qui dirige le centre universitaire du CUSUM de Santé McGill. C'est quand même un grand hôpital à Montréal. Oui, mais il y a une question aussi de nombre de patients ou de couverture qui est faite. De couverture régionale, j'imagine aussi, puis d'éloignement, puis de primes. Voilà, donc c'est complexe, mais je rappelle... Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils font plus d'argent que le premier ministre Legault.
Ouais, mais oui, ça revient dans à peu près tout. Hein? Nos élus principaux, mais souvent, on dit qu'ils sont pas là pour faire de l'argent, puis ça l'illustre. Hein? Ça l'illustre vraiment très bien. Comme ça, on se comprend qu'il y a beaucoup de nos politiciens qui feraient encore plus d'argent à ne pas être dans le service public, mais qui décident de venir se prêter au jeu. Donc, quand il y a des gens là, qui se mettent à dire « Ah, les politiciens qui s'en mettent plein les poches », pas tant que ça. Non. Je rappelle, jdem.com/salaire, ce magnifique outil. Vous êtes curieux, vous êtes wéreux, vous avez le goût de savoir combien vos fonctionnaires sont payés. Allez voir là-dessus. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Sinon, toujours dans les dossiers que je couvrais ce matin, mais qui ont un écho dans le reste de la journée, aujourd'hui, c'est la mise en place du nouveau cours qui va remplacer le cours d'éthique et culture religieuse, hein, le très fameux ECR, qui est appelé à être remplacé par le cours culture et citoyenneté québécoise. Le CCQ. Le CCQ, qui doit venir là, dès la rentrée scolaire, donc en septembre prochain, remplacer progressivement ECR. Le problème, c'est que selon les professeurs, on dit que c'est plus de la moitié des profs en ce moment qui n'ont pas suivi le nouveau cours donc de la CCQ, formation, en fait. la formation autour de ça. Ils disent à 81% selon les sondages à l'interne qui se sentent pas outillés pour l'enseigner aux enfants du secondaire, aux ados, aux plus jeunes. Et si j'ai bien lu, Alex, même ceux qui l'ont suivi, la formation, disent « Ouf, je suis pas sûr, je suis plus capable de l'enseigner. » Oui, puis il y a vraiment la critique que... C'est pas long, là, comme formation. Là. C'est pas une formation qui est très longue, mais c'est surtout... on dénonce beaucoup le fait que le matériel... n'est pas disponible, les manuels, ou les modules, il n'y a rien de disponible avant le mois d'août. Pas ça, c'est la rentrée, c'est directement en septembre. Donc, eux ont demandé à nouveau au ministre Drainville, parce que ça avait déjà été fait, là, ça a été repoussé, reporté d'1 an la mise en place du cours. On demandait au ministre Drainville de faire marche arrière à nouveau, de donner plus de temps pour ceux qui veulent l'enseigner, de pouvoir le faire. Mais finalement, aujourd'hui, réponse du ministre Drainville qui dit pas question de repousser cette implantation-là. On va de l'avant. Il a décidé de trancher de ce côté-là en disant qu'il y a des modules de formation qui sont disponibles sur le web, qu'il y a des formations en ligne qui existent, que les profs peuvent retourner voir le matériel, se rafraîchir la mémoire s'ils ne se sentent pas prêts, poursuivre les formations, tout en reconnaissant là, que c'est certain qu'enseigner un nouveau cours, ça peut être difficile pour la profession enseignante, qui ne s'attend pas à ce que ce soit 100% parfait en commençant. Là. Donc, il peut y avoir une période d'adaptation. Une autre perte de temps, cette affaire-là. C'est-à-dire? Ben écoute, ECR, là. Il y avait des disparités là, selon l'école, selon le prof. Souvent, tu avais un remplaçant. Personne ne voulait donner ce cours-là. Il y en avait qui avaient une compréhension de CR, puis un autre prof avait une autre compréhension du cours. Il y en avait que c'était comme une espèce de patate chaude. Ça n'a pas été une réussite, forcément, là, ce cours-là. Écoute, j'ai tellement fait d'entrevues avec du monde là-dessus qui... Je suis tellement content que tu ouvres la porte à tout ça. Non, mais écoute, moi, sincèrement, ECR, moi, je l'ai lu, le programme, je l'ai décortiqué, je regardais éthique et culture religieuse, alors c'était tout ou rien. Exact, c'était tout ou rien. Ben, regarde, je suis tellement content qu'on en parle. Voilà. Regarde, on va prendre le temps. Oui, j'ai suivi le CR. T'as-tu appris quelque chose? Moi, j'ai vécu là, de près le cours de CR, puis j'en ai des critiques extrêmement fortes, parce que c'est un cours. Puis je comprends, dans la scolarisation, c'est le cas pour bien des matières, mais particulièrement ECR, ça avait le potentiel d'être le meilleur ou le pire cours que tu allais suivre dans ton année. Puis tout dépendait d'une seule chose, le professeur qui l'enseignait. C'était quelqu'un de motivé, parce qu'une année, on a eu un prof motivé qui nous faisait faire des débats sur l'avortement, sur toutes sortes de choses, puis des débats là, où il fallait rester respectueux, on apprenait à débattre, à argumenter, à se documenter de manière factuelle, puis surtout avoir un raisonnement critique. Et un jugement critique, c'est quelque chose qui doit s'enseigner. C'est niaiseux, mais c'est une des choses, selon moi, qui manque le plus dans notre société, c'est d'être capable d'exercer un jugement critique à un moment où, en plus, on va avoir de la désinformation plein la bouche avec l'intelligence artificielle dans pas long. Pour moi, c'est capital de pouvoir faire ça et de former des bons citoyens. Le problème, c'est qu'en secondaire 5, l'année juste après, j'avais une professeure, je ne vais pas la nommer par respect, OK? Mais elle nous faisait faire des bricolages d'animaux. J'avais 16 ans, j'étais pour de vrai, là, j'étais tellement frustré. Elle me faisait faire des bricolages, des stupidités, des absurdités. Pourquoi? Pour vrai, je sais pas. Elle montait son cours tout croche. Puis au moment où on arrivait pour argumenter, pour débattre sur certaines choses, il y avait son point de vue ou rien. Un cours de débat et d'opinion. Et moi, je m'étais frustré contre cette prof-là. J'y avais dit quelque chose d'absolument vrai. Je vais pas tout en lancer ça, là. J'avais dit quelque chose de vrai, comme quoi la Charte canadienne des droits et libertés pouvait invalider, blablabla. Puis elle m'avait dit, non, c'est pas vrai ça, M. Moranville. C'était retourné. J'avais dit, c'est absolument vrai. J'avais sorti mon sel. J'ai dit, j'ai absolument raison. Puis c'est correct, ça vous plaît pas. Elle m'avait dit,
Vous avez aucune connaissance générale, M. Moranville, vous irez pas loin dans la vie. Si vous m'écoutez en ce moment, là, checkez bien. Ouais. Pour vrai, là, ça m'enrage comment ce cours-là pouvait être fait tout l'élément sur des choses comme ça. On a sorti quand même, on a déconfessionnalisé nos écoles. Moi, je trouvais que ça prenait... Puis selon le prof, tu avais des profs qui étaient religieux, puis il y en a même qui poussaient une certaine religion. Il y avait pas de place pour l'athéisme ou pour le fait, pour le côté plus laïque, par exemple. Moi, je trouve que ça manquait beaucoup. Puis, l'éthique, c'est important, l'éthique dans la vie, l'éthique de travail. C'est une valeur fondamentale de l'humain. Puis, c'était c'était vraiment un cours de religion. Dans certaines écoles, c'était un cours de religion. Oui, donc c'est une bonne chose de le changer, mais est-ce qu'on va pas trop vite? C'est ça la question. Là, maintenant, c'est culture et citoyenneté québécoise. Il y a quoi là-dedans? Tellement de choses, mais c'est surtout... On va mettre la sexualité là-dedans aussi. Oui, consentement, réseaux sociaux, éducation sexuelle, citoyenneté, laïcité, gestion des émotions. Ça fait beaucoup d'affaires. Moi, je comprends les enseignants qui disent « Hey, moi, le gars, gestion des émotions, sexualité, je suis pas formé pour ça. » Moi, je les comprends, là, sincèrement. Ouais, sans même noter, par exemple... Quand même, tu as des modules là, qui disent du papier, qui disent « OK, là, tu fais une activité avec tes étudiants. » Beaucoup d'étudiants sont anxieux aujourd'hui. Là. Mettons, qu'est-ce que tu fais pour gérer l'anxiété? Mettons qu'il y en a là, qui en parlent. Comment intervenir? Mais c'est pas des sujets prendre à la légère, complètement. Sujet vraiment épineux. On comprend la réticence. En même temps, ni toi ni moi, on est contre le fait de changer ce cours-là. Puis faites un cours de... Ouvre la porte, puis dis aux étudiants, allez donc jouer dehors. On va faire l'exercice. On amène la télé sur le chariot. Là, non, pas de télé. Pas de télé, non. Tu fais des exercices, tu vas marcher, tu vas courir, tu fais des activités physiques dehors. Bon, OK, c'est toi qui as raison. La voix serait content. Tu vois? Tout savoir en 24 minutes. Il y a une injonction, on le sait, qui a été demandée par l'Université McGill pour enlever le campement pro-palestinien qui est sur son terrain. Et même si c'est une injonction qui n'identifie personne, là, vraiment, c'est une injonction comme grand public, il y a plusieurs groupes qui se sont présentés aujourd'hui en cours, alors qu'il y a eu toute la journée des audiences qui se tenaient pour savoir si oui ou non c'est une injonction qui devrait aller de l'avant. Et il y a plusieurs groupes, là, autant l'Association des Palestiniens et Juifs unis qui étaient sur place, là, qui étaient représentés par le célèbre maître Julius Gray, qui était là aujourd'hui pour expliquer que c'est un campement pacifique, qu'il y a des gens de toutes les confessions qui s'y trouvent, puis que pour l'instant, c'est une manifestation qui entrave ni ne gêne le travail de personne. On est un campement qui est pas permanent, mais qui est là de manière temporaire. Parce que l'université, elle, allègue qu'il y a des risques pour la santé, la sécurité des campeurs qui sont sur place, s'inquiète des manifestations et contre-manifestations qui peuvent y avoir autour. À date, il y en a eu une, mais plus depuis ce temps-là. Mais c'est surtout... Mais c'est vrai que c'est plutôt pacifique quand même. Hein? C'est très pacifique. Tant qu'il n'y a pas d'expression exact. Directe, on se comprend d'antisémitisme, de haine et autres. Dans le campement, c'est pacifique. C'est des gens qui, je veux dire, revendiquent la paix, là, essentiellement. Mais la demande de McGill est très large. Puis ça aussi, ça a fait grincer les dents d'autres groupes autour parce qu'eux veulent que le tribunal interdise toute manifestation qui va à l'encontre de ces règlements sur ces terrains. Le problème, c'est que il y a l'Association des professeurs de droit de l'Université McGill qui est en grève en ce moment, puis qui, eux, manifestent sur le terrain de McGill. Donc, ils ont dû se présenter, eux aussi, au tribunal pour faire valoir que de mettre une injonction aussi large, mais ça allait empêcher littéralement la liberté de manifester de ses propres professeurs qui sont... De droit. Oui, exact. De droit qui sont en train de manifester. Il y a toutes sortes de choses là-dedans. Je rappelle qu'il y a eu un campement également qui s'est érigé là, du côté de l'UQAM avec des revendications beaucoup plus floues que celle du campement pro-palestinien à McGill. Donc, ça reste à voir toute cette situation-là. Là, pour l'instant, il n'y a pas de débordement comme aux États-Unis ou comme en Europe, heureusement, à Montréal. Donc, la police surveille, mais il ne se passe rien de trop grave. Tout savoir en 24 minutes. Je t'avoue que j'ai bondi, Isabelle, en voyant ça tout à l'heure. C'est les pages de la presse, entre autres, qui rapportaient ce qui a été expliqué par le grand patron de la Société des transports de Montréal, la STM, Eric Allen Caldwell, qui s'exprimait devant le conseil municipal de Montréal, puis qui a refusé, malgré les questions répétées et répétées de l'opposition, de nommer c'est quoi les stations de métro qui sont en mauvais état à Montréal. Parce que du côté de la STM... Il y en a, là, c'est sûr. Oui, mais la STM nomme 9 stations de métro qui sont... Parce qu'ils ont un classement comme de l'état des stations. Il y a 9 stations qui sont considérées comme en mauvais ou en très mauvais état. Et là, on a demandé... Donc, on dit, OK, lesquelles? Lesquelles? Ils ne veulent pas les dire. Il dit, je veux pas les dire. Ne veulent pas les dire, refusent de les identifier. Le mois dernier, le journal Le Devoir avait, là, dans la foulée de l'étude des crédits budgétaires à l'Assemblée nationale, avait demandé aussi à la STM la même affaire. Nope.
refuse de dire catégoriquement quelles stations sont en mauvais état. Puis je voulais t'entendre là-dessus, parce que ça a-tu de l'allure quand tu es le patron d'une société de transport payée par tout le monde que tu refuses mais non, ça? c'est le même principe que tous les principes dont on parle. Là. Quand il s'agit d'argent public, une société de transport, c'est le cas, ben on te pose des questions, tu réponds, surtout quand tu reconnais que tu as déjà 9 stations problématiques. Donc, normalement, la question qui suit, c'est « Ah oui, lesquelles? Peut-on savoir à quel endroit? » Fait que le fait de ne pas répondre, je trouve ça vraiment très étonnant. Ouais, c'est vraiment, vraiment étrange. J'ai hâte de voir ce qui va suivre. Toi qui autour prends de les tout transports ça. en commun, as-tu une couple d'idées des 9? J'en connais une. Celle-là, pas mal connue. Celle que j'utilise tous les jours. P9. P9, j'ai comme cité que ça a des risques d'effondrement, là, cet endroit-là. C'est presque pas inquiétant. Il y a un coin de rue que ça fait comme 22 ans qu'on est en train de le réparer qui pourrait s'effondrer. Pense-y, hein? Il y a des travaux sur Pierre de Coubertin et sur P9 depuis la fondation de Montréal par Paul de Chamédé de Maisonneuve. Puis on est dans pas vrai, c'est en réparation depuis toujours, P9, on va se le dire. Là. Puis là, ça risque de s'effondrer. En plus, je te le dis, moi, minute où ils vont inaugurer la rue P9, là, minute où ils vont inaugurer, les travaux sont enfin finis, ça va s'effondrer, ça station. Arrête, non. On touche du bois. On touche de la mélanine, du bois. C'est du bois. Tout savoir en 24 minutes. Dans les affaires judiciaires, maintenant, un dossier inquiétant. Alors qu'on parle souvent, Isabelle, là, des risques de récidive, puis des remises en liberté trop hâtives et autres, mais voici un cas qui est inquiétant, mais au possible. Un psychopathe. Il est jugé psychopathe désormais, psychologiquement. Robert Ménard, 61 ans, qui purge depuis février 2021 5 ans de pénitencier comme peine. Il a agressé sexuellement une femme dans une salle de lavage à Montréal en 2017. Une inconnue. Surtout, c'est un homme qui traîne un très long dossier judiciaire. Il a agressé sexuellement. Là. En 2000, il a reçu 17 ans de prison parce qu'il a agressé une douzaine de femmes à piscine, ascenseur, stationnement, magasin. Tous les lieux étaient propices pour lui pour essayer d'agresser des femmes. En fait, essayer de réussir. Puis avec violence, étranglement, coups, frappes, tout y est passé. Et là, ben, à ce moment-là, lui, il est sorti, on se comprend, en 2017, un peu avant. 2017, Première affaire qu'il fait. Qu'il fait, c'est ça. Il avait été libéré aux 2/3 de sa peine en 2012. Puis il faisait même l'objet d'une ordonnance de surveillance. Le jour où son ordonnance de surveillance se termine, il y a des délits d'harcèlement criminel, d'action indécente. Il a fait du voyeurisme, du harcèlement criminel, suivait des femmes jusque dans des commerces, jusque chez elles également. Et là, cet homme-là, lui, c'est 5 ans, là, à partir de 2021 jusqu'en 2026. Et là, la Commission des libérations conditionnelles du Canada dit non. Ce gars-là est trop dangereux pour qu'on le remette en liberté. Donc, il va devoir purger l'entièreté de sa peine. Ça se finit en 2026. 2026, c'est bientôt. C'est bientôt. Puis là, on dit, selon toutes les évaluations psychologiques qu'ont fait cet homme-là, son risque de récidive est presque automatique. C'est sûr qu'il va recommencer. Mais il n'y a pas moyen de le garder plus longtemps parce que la peine, c'était 5 ans. La peine, une fois finie. On le garde au maximum. Puis je rappelle que pour la Commission, justement, des libérations, pour pouvoir garder quelqu'un jusqu'à la fin de sa peine, il faut prouver que cette personne-là là, a un risque là, imminent de causer la mort ou un dommage grave à quelqu'un. C'est ça que ça prend pour garder quelqu'un en dedans jusqu'à la fin de sa peine. C'est quand même quelque chose d'incroyable, là, puis de savoir que on sait qu'il y a un homme qui est à risque de récidive, on va être obligé dangereux, de le relâcher. On le remet dans la nature. Ouais. C'est bientôt, là, dans 2 ans. Complètement fou. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Un autre dossier qui est devant le tribunal, le dossier d'un chauffeur qui a causé la mort d'un motocycliste en 2022 en Montérégie, puis qui reste maintenant 4 ans de pénitencier parce qu'il était en faculté affaiblie au moment où il a causé tout ça. Puis une bien drôle d'altercation, alors que du côté de la défense, on est en train d'argumenter que l'autre personne, la victime dans cette histoire-là, malheureusement, était aussi sous l'influence de la drogue. Tout ça se passe le 2 août 2022. Sorel Tracy, l'homme qui est accusé en ce moment, Jonathan Casavant, 45 ans, qui lui se promenait à bord d'une Ford F-150, croise la victime, M. D'Agostino, Alain D'Agostino, 46 ans, lui qui circule à moto à côté. Les deux font comme manœuvre dangereuse, une conduite erratique. Le gars en moto décide, la victime dans cette histoire-là, décide de faire signe de se ranger sur le côté, l'enguirlande, se rend jusqu'à son auto, finit par frapper dans sa vitre. L'autre décide de démarrer, s'accroche après sa portière, puis là, donne un coup de volant pour s'en débarrasser, selon ce qu'on retient. Et M. D'Agostino, malheureusement, projeté contre un poteau électrique, ne survit pas. Et là, ben, dans ce cas-ci, celui qui est accusé, cocaïne, THC dans son sang,
Puis de l'autre côté, la victime, on s'est rendu compte, après analyse toxicologique, méthamphétamine, citalopram et du THC, lui aussi, dans le sang. Donc, au-delà de ce cas qui pourrait valoir 4 ans de prison à M. Casavant, qui jure, lui, ne plus consommer puis avoir tourné sa vie de bord depuis ce temps-là. Quand même un incident de rage au volant où il y a 2 hommes en plein jour, plein jour, qui décident, c'est à 8h30 le matin, 8h30 le matin, les 2 sont intoxiqués, puis ça finit par causer la mort. On dirait qu'il y a une espèce de réflexion à se poser autour de ça. C'est quand même inquiétant de savoir que ces cas-là qui se passent. Déjà, pars pas après quelqu'un au volant, puis là à dire, regarde, tasse-toi sur le côté, il faut que je te parle. Mais ça, c'est dangereux, ça. Toujours une pente glissante. Je pense que la rage au volant, on sait jamais de quel bois jamais sur se qui tu chauffe. vas tomber. Ouais. On a eu des histoires de gens qui avaient une hache, puis des... Oui. Tu t'en souviens du gars qui était monté sur le toit de l'autre? Là, non, je me souviens pas de ça. Quelqu'un avait une hache? Oui, avec une hache, ouais. Puis il y a toutes sortes d'histoires terribles. Hein? Ouais. Des gens qui donnent un coup de poing, puis tu peux vraiment faire mal à quelqu'un solidement, tu peux le tuer. Ouais, alors que l'intention à la base n'était pas forcément ça. On va juger le geste, pas nécessairement l'intention là, à ce moment-là. Ouais, ça peut déterminer si c'est un meurtre premier, deuxième ou autre. Oui, mais en attendant, disons que... Un meurtre à meurtre. Mettons que la route que tu avais empruntée, ça t'amène ailleurs. Oui. Soyez polis sur la route. Soyez gentils, civils, cours d'éthique. Ben oui, complètement. Cours d'éthique, éthique au volant. Ouais. Ajoutez ça à votre liste, M. Lorraine. Économie. C'est une première au Canada, à Laval, aujourd'hui. 200 employés de l'entrepôt d'Amazon, du géant qui a élu domicile-là, se sont syndiqués aujourd'hui. Puis on dit que c'est une première parce que au Canada, il n'y a pas eu d'autres syndicats d'Amazon qui se sont formés, puis on comprend un peu pourquoi. Est-ce qu'ils sont syndiqués aux États-Unis? Je ne sais pas exactement. C'est comme une première mondiale? On dit que c'est une première canadienne. J'imagine qu'il y a des endroits aux États-Unis où ils ont pu réussir à se syndiquer. Mais si on en parle comme une grande nouvelle, c'est qu'Amazon, ce géant, il y a beaucoup d'histoires, là, disons, de difficultés syndicales autour de l'entreprise. Il y a une certaine hostilité là, du géant à laisser ses employés se syndiquer parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont dénoncées là, chez Amazon. On parle souvent des cadences de travail qui sont exagérées là, avec des pauses toilettes qui sont minutées, là, littéralement chronométrées par les patrons, mesures de santé et sécurité qui sont déficientes, des salaires qui sont inférieurs aux autres emplois du milieu des entrepôts de distribution comme ceux-là. Bref, on a déposé une requête le 19 avril dernier du côté de la CSN au tribunal administratif du travail. Et là, ils sont officiellement syndiqués, mais Amazon a déjà annoncé le 6 mai dernier qu'ils vont contester la décision du tribunal administratif. Donc, ça continuera là, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, ce bras de fer. Mais en attendant, il y a une première assemblée là, du syndicat qui va se tenir au cours des prochains jours, dit-on. Donc, on assiste à un petit morceau d'histoire syndicale. Oui, tu vois, aux États-Unis, il y a un petit groupe d'employés salariés d'un entrepôt d'Amazon à New York, à Staten Island, qui sont syndiqués depuis avril 2022. Fait que ça fait pas longtemps. Ça fait à peu près 2 ans. Là. Oui, il pourrait faire office de jurisprudence, peut-être même pour d'autres cas dans le monde, parce que, au cas où vous ne le saviez pas, Amazon, il doit en avoir pas mal des entrepôts et des employés dedans. Le Monde. Finalement, c'était l'autre témoignage extrêmement attendu du procès de Donald Trump. Hein. Je rappelle en 2 lignes, Stormy Daniels, relation sexuelle alléguée avec cet ex-star du X qu'il aurait camouflé dans ses livres comptables pour étouffer l'affaire à la veille de l'élection de 2016. Hein. 34 chefs d'accusation donc pour falsification autour de ça, mais surtout, le crime précis qu'on lui reproche, c'est d'avoir berné, leurré, ni plus ni moins, les électeurs en camouflant comme ça une somme dans le but d'influencer les gens à voter pour lui et ne pas se soucier, dans un sens, de cette relation sexuelle extra-conjugale. Et là, Michael Cohen prenait la barre aujourd'hui. Michael Cohen, c'est ce qui est spécial dans cette histoire-là, c'est l'ancien pitbull de Trump. C'est comme ça qu'on le surnommait. C'est son avocat, c'était son homme à tout faire. Celui qui réglait ses problèmes. Le gars qui réglait les problèmes, qui les faisait disparaître à grands coups d'argent puis de menaces. Et lui, depuis qu'il a été accusé et condamné en justice, condamné à 3 ans de prison, sorti au bout d'1 an, et qui a complètement viré sa veste de bord pour désormais être l'ennemi juré de Donald Trump. Et donc, témoigner aujourd'hui d'à quel point M. Trump était au courant
des paiements, que c'était même lui qui avait demandé les paiements. Ça va faire mal, ce témoignage-là. Ben, en plus, qu'on a déjà entendu un enregistrement audio d'une conversation entre M. Cohen et M. Trump où il parlait des paiements pour obtenir le silence, non pas de Mme Daniels, mais de Karen McDougal, une ancienne, elle aussi, le playmate avec qui M. Trump aurait eu plusieurs relations sur une certaine durée, qu'il aurait aussi fait taire d'une manière similaire pour étouffer le scandale. Donc, c'était tout un témoignage qui a été fait aujourd'hui avec le regard de furie de M. Trump là, posé sur M. Cohen, son ancien associé devenu ennemi. En tout cas, peu importe le dénouement de ce procès, il passera à l'histoire. Et c'est comme ceci que se termine le bulletin. Déjà 24 Isabelle, minutes, oui. tout savoir. Mais Tout c'est savoir. encore mission accomplie.